On peut commencer en prenant refuge. Dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique et particulièrement cette session, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement par cette session, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, juste pour commencer, peut-être en ce qui concerne le travail à faire pendant ces 3 mois, puisque on a 3 mois pratiquement, novembre, décembre, janvier, février, mars. Oui, 3 mois, plus de 3 mois, hein. Moins de 4, parce que ce sera sûrement début mars. Je sais plus. Je crois qu'il y a un calendrier provisoire qui est prêt. Oui, mais bon, novembre, décembre, janvier, février, si tu comptes du 26 au 22, si tu comptes, ça fait plus de 3 mois, ça fait 3 mois presque. Bref, vous recevrez tout. Vous recevrez, Françoise va vous envoyer les instructions. Donc, en bref, vous pouvez lire ce qui concerne la vue supérieure, qu'on ne va pas vraiment commencer, donc, puisque les 4 week-ends qui sont prévus de mars en juin, il y a 4 week-ends Péba qui sont prévus, et ce sera probablement les 4 sur la vue supérieure. Donc c'est pour ça que Geshe-la, j'ai l'impression qu'il ne veut pas trop s'avancer. Donc vous pouvez lire le commentaire de Geshe Tekshok et si vous voulez aussi le commentaire, le transcrit du commentaire de Khenso Rinpoche. Hein. Et puis bon, lire aussi les livres de Lamrim sur la vue supérieure. Et sinon, donc il n'y a pas de questions. Hein. J'ai pas fait de questions. Mais par contre, ne criez pas victoire trop vite, parce qu'il y a il y a une contrepartie. Non, c'est juste profitez-en pour revoir en fait ce qu'on a fait dans le Lamrim, hein, pour revoir depuis le début. Et au niveau, par contre, je pense que Françoise va vous envoyer les grilles. Hein. Il n'y a pas de questions, mais il y aura les grilles pour vous aider à continuer, particulièrement la méditation. Donc, ce qui est indiqué pour la méditation, c'est si vous pouvez revoir en fait tous les sujets du Lamrim, voilà, en commençant par la pratique des individus de petite capacité, de capacité intermédiaire, de grande capacité jusqu'à la bodhicitta, comment développer la bodhicitta. Vous pouvez vous organiser. Vous avez un nombre de semaines et si vous voulez, vous pouvez diviser le temps dans les différents sujets et procéder comme ça. Hein. Donc en même temps, vous pouvez relire, vous pouvez réviser les sujets. Et donc vous pouvez réviser par exemple les évaluations qui ont été faites aussi. Hein. Par exemple, ces évaluations elles sont aussi conçues comme ça, comme un outil de travail pour vous, de révision aussi du matériel. Donc voilà. Pour faire la méditation, une bonne chose, une façon de faire la méditation sur le Lamrim, c'est d'utiliser une prière de Lamrim. C'est la Mazopa Rinpoche qui dit qu'en fait tous les jours on devrait lire une prière de Lamrim.
Et donc, avec une prière de l'Amrim, vous avez tous les sujets du début à la fin. Comme ça s'appelle en fait un balayage, comme un scan en fait, de tous les sujets. Donc comme ça, de cette façon, on met une empreinte de tous les sujets sur notre esprit en les lisant, en évoquant ces sujets, et donc en s'arrêtant sur le sujet particulier sur lequel vous méditez. Par exemple, en commençant par la précieuse renaissance humaine. Donc, au début, vous vous arrêtez sur ce sujet et vous balayez le reste. Et ensuite, quand vous passez au sujet suivant, donc à la mort et à l'impermanence, donc vous commencez la prière, vous vous arrêtez sur ce sujet et vous en profitez pour méditer, vous balayez. Donc, vous balayez ce qui reste, ce qui vient avant et après. Donc, l'autre jour, Geshe-la conseillait aussi à quelqu'un donc, de faire ça. Et en même temps, ce qu'il disait, c'est donc s'arrêter sur le sujet. Évidemment, on commence avec la précieuse renaissance humaine, la mort, l'impermanence, etc. Donc passer tout en revue et aussi insister donc sur les sujets du début, le sujet où vous en êtes, et aussi sur la bodhicitta. Essayez quand vous arrivez au moment de la bodhicitta, même si vous faites pas la méditation avec tous les détails, essayez de vraiment engendrer, surtout si c'est en début de journée, mais même n'importe quand. Mais je dis en début de journée parce que c'est bien pour engendrer la motivation pour la journée. Essayez vraiment de penser à l'amour, la compassion, la souffrance de tous les êtres, développer le désir de vouloir les libérer. Donc ça c'est important habituellement aussi. Donc voilà. Après, il y a une annonce, c'est Nganga qui m'a demandé de faire une annonce, donc je la fais tant que j'y pense. Mais je pense que Françoise vous enverra peut-être un email aussi. Il y a des choses à traduire, il y a du matériel à traduire, des tableaux et tout ça pour le PEBA. Et donc, mais c'est à traduire de l'anglais. Et donc, son idée, c'était que s'il y avait des gens qui connaissaient l'anglais et qui avaient envie d'aider, vous pouvez vous adresser à Françoise. Bon, voilà. Après, donc le matériel de secours. Une fois, il y a quelqu'un m'a fait. C'était pendant l'enseignement du conseil du cœur. Je parlais toujours le matériel de secours. Le matériel de secours. Il y avait un infirmier dans l'assistance. Il disait, tu fais un jeu de mots. C'est le matériel de secours. Qui secourt. Le matériel de refuge. Le matériel d'urgence, voilà. C'est bien. Donc, j'ai pas trop revu, mais on va revoir ensemble. J'ai pas eu le temps de revoir pour préparer la revue, mais on va revoir ensemble. Est-ce que Alexis, tu as le micro qui circule? Ah voilà. Oui, tu veux dire quelque chose? Tiens. Ah oui, la prière du Lamrim, bonne question. Donc, il y en a plusieurs. Vous trouverez, oui, Oui, laquelle, tu veux dire? Laquelle, oui, c'est une bonne question. Donc, il y en a dans le livre doré. Donc, il y a la fondation de toutes les qualités, le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités, c'est une prière assez courte qui recoupe tous les points. Après, il faut voir en fonction de votre temps et en fonction aussi de la prière que vous aimez. Parce qu'il y a des prières que vous allez préférer. Donc, il y a la prière aussi qui est associée au Lama Tshepa, qui est assez longue et détaillée. Moi, j'aime beaucoup celle-là, mais elle est plus longue. Après, il y a le fondement de toutes les qualités. Après, qu'est-ce qu'il y a? L'odoréalisation, oui, mais l'odoréalisation, c'est un lamrim, oui. Il y a celle-là, mais elle est plus longue aussi. Oui. Oui, mais dans les trois principaux aspects de la voix, il y a les trois principaux aspects de la voix, c'est-à-dire que c'est présenté un peu différemment. C'est le lamrim aussi, mais présenté sous la forme donc du renoncement de la bodhicitta et de la vacuité. Donc, pour avoir tous les points, bon, évidemment, c'est bien aussi, mais pour avoir tous les points, il y a celle dont on a parlé, et puis il y en a une autre aussi.
Qui c'est qui a envoyé ça? Voyons, tu peux me la montrer? Ouais. Sinon, il y en a une autre. Moi, je sais pas. En fait, je connais pas trop le matériel en français. Mais sur le livre, vous verrez. Et donc, vous voyez, oui, ça c'est celle de Dieu la matche pas, ça. Ah oui. Et oui, on avait envoyé ça il y a quelques mois. Je sais plus pourquoi on l'avait envoyé. Mais ben, c'était pour ça peut-être, non? Hein? Eh ben c'est celle-là, c'est celle du la matche pas, oui. Donc on l'avait envoyé peut-être pour cet usage. Je me souviens pas vraiment. Oui, donc voilà. Si vous en voulez une plus courte, vous regardez donc le fondement de toutes les qualités, où il y en a aussi, il y a une prière qui retrace les points principaux. Il faudrait regarder si elle y est dans le livre doré. D'accord. Sinon, le matériel de secours. Donc hier, on a eu droit à un cours magistral. Donc Geshe-la n'a pas vraiment parlé de R. Geshe-la a parlé plutôt de l'intégration de ce qu'on apprend. Hein. Je crois que Geshe-la était un peu secoué parce que il a... Mais c'est bien pour lui parce que, évidemment, en Occident, on a des mentalités différentes. On aborde le Dharma de façon tout à fait différente des Tibétains. Hein. Et je pense qu'il a eu des retours de personnes, il a eu des personnes qui se sont confiées à lui, qui sont assez... qui pensent qu'elles sont un échec par rapport au Lamrim, qu'elles n'arrivent pas à développer la bodhicitta, à pratiquer tout ce qui est conseillé dans le Lamrim. Hein. Aussi, il y a des retours de personnes, et c'est assez normal, hein, quand on commence dans le bouddhisme, dans le dharma, on reçoit tellement d'informations, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut en faire, comment on met ça en pratique, par où on commence. Hein. Quelquefois, les gens demandent par où on commence. Et là, je crois que Geshe-la était un peu confronté à ça, au contact des gens, donc de voir qu'il y a des gens vraiment qui se démoralisent parce qu'ils peuvent, qui se découragent un peu, parce que évidemment c'est tellement riche tout ce qu'on nous offre, hein, et on peut pas vraiment. Quelquefois, on peut se sentir un peu découragé, hein. Et donc c'est un peu pour ça qu'il a donné le discours, les instructions qu'il a données hier. C'était bien, non? Hein? Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer à ce sujet ou... Oui, il y a un micro au fond avec Alexis. Mais en général, oui, ça vous a plu. Hein? Ouais. Oui, je pense que pour les Tibétains, c'est aussi un peu... Ils n'ont pas trop l'idée... On a des mentalités différentes et ils n'ont pas trop l'idée que... C'est vrai que nous, souvent les Occidentaux, on a ce sentiment de ne pas être à la hauteur, cette mauvaise estime de nous-mêmes, de soi-même. Hein. On a souvent l'impression qu'on ne fait pas assez bien les choses. Hein. Et donc, je ne sais pas si ça vous dit, si vous vous identifiez à ça. Hein. Comment ? C'est particulier aux Occidentaux. Ben, je pense que tous les peuples ne montrent pas ce genre de caractéristiques. J'ai l'impression. Ouais. Si tu parles dans un micro, ouais. Tu dis c'est nouveau. Oui, mais c'est pas simplement par rapport au Dharma. Je veux dire, oui, bien sûr, c'est nouveau, mais je veux dire, c'est parce que la façon dont on aborde les choses en général, on a l'habitude d'être performant. Hein, de réussir, on est dans une... Hein, bon, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas l'esprit compétitif d'une autre façon, mais bon, rien que... oui, Pascal, vas-y. Non, mais ça, peut-être sans aller jusqu'à la compétition, c'est peut-être seulement le fait d'avoir la sensation de parcourir ça de façon superficielle, dans le sens où, en effet, c'est très riche, très complet. Et le fait de ne pas nécessairement intégrer, de passer d'une notion à une autre,
sans l'absorber, sans la digérer. Exactement, oui. Mais c'est bien ce qu'il a dit. Hein. Ouais. Le problème, c'est de ne pas l'appliquer, et donc et c'est sûr qu'il faut du temps pour l'appliquer à l'esprit, pour l'intégrer dans sa vie. Dès lors qu'on prend connaissance d'une particularité, d'une section du limrim, on passe tout de suite à la suivante. On n'a pas le temps de la digérer. Et je pense que ne serait-ce en effet, c'est un travail de longue haleine, mais bon, le limrim dure combien de temps dans le PEBA? Ça dure pratiquement 1 an et demi, c'est ça, globalement, à peu près. Après, on passe à autre chose. Est-ce que après tout ça, ce qui est un peu problématique, peut-être, c'est le fait de ne pas avoir nécessairement le temps de. Oui, après, bon. Et de passer à une autre notion. Oui. Là, on va passer quoi, au Loric, je sais pas ce qu'on va Oui, faire. bien sûr. Donc, c'est un programme d'études bouddhiques approfondies. Ça veut dire que, normalement, les gens qui font ce programme, vous avez déjà fait les programmes de base. Donc, il y a des notions qui sont déjà intégrées. Ensuite, bon, c'est vrai que c'est un programme qui est prévu sur 5 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Bon, le problème aussi, c'est que si on s'étale et qu'on le fait sur 10 ans, qui c'est qui va rester après 10 ans? C'est pas non plus réaliste. Donc, ce programme, il est prévu avec l'enseignement que donne Geshe-la, c'est un des éléments. Hein. C'est pour ça qu'il y a du travail à faire à la maison, il y a les méditations, et c'est aussi pour ça qu'on demande de faire des retraites. Hein. Si vous faites le PEBA au complet, il y a 3 mois de retraite de l'Amrim qui sont prévus. Hein. Et il y a des pratiques quotidiennes qui sont prévues. Hein. Donc c'est fait pour ça. Hein. Et puis bon, ça ne veut pas dire aussi que même le l'Amrim, je veux dire, c'est un programme d'études. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on réalise tout. Ouais, merci Pascal. On va pas débattre pendant 1 heure. Ouais. Mais bon, moi je pense qu'il y a ça aussi. Enfin, moi ce que ça m'évoque, je vais parler personnellement aussi. Je sais pas si vous avez les mêmes problématiques, mais je pense quand je dis le fait de la mauvaise estime de soi. Hein, bon, moi par exemple, je vois, bon, rien que quelquefois quand je fais quelque chose et je pense que j'ai fait quelque chose de qualité, je suis contente. Mais quelquefois quand je fais quelque chose et que j'ai l'impression que c'est pas vraiment top, hein, bon, ce qui peut arriver, hein. Par exemple récemment, si je pense, quelquefois j'enseigne ici ou là, et bon, quelquefois je suis contente de moi, quelquefois je suis pas trop contente. Hein. Bon, évidemment que c'est pas toujours, on peut pas être toujours au top, mais bon, si j'ai l'impression que c'était un peu médiocre, au lieu de prendre ça, bon, c'est un peu normal, hein, on fait pas toujours super. Il y a un sens il y a un sens de manque de valeur en fait, de se rabaisser un peu, hein, de dire un sentiment, oui, de se rabaisser, c'est ça, un peu mais c'est la fierté en fait. Oui, c'est toujours l'orgueil quelque part, c'est toujours l'ego, c'est toujours l'orgueil, parce qu'on veut toujours faire à un certain niveau, et quand on n'arrive pas à ce niveau-là, donc c'est ça. Et puis bon, quand ça m'est arrivé la dernière fois, je me suis rendu compte, parce que bon, je connais un peu le processus, je me suis dit encore, ça y est, encore. Donc au lieu de se réjouir finalement, hein, du positif, parce qu'il y a toujours du positif. Par exemple, rien que le fait d'enseigner le Dharma, même si c'est pas un niveau top, hein, je veux dire, rien que par le pouvoir du Dharma, hein, il y a un bienfait, c'est quelque chose d'extraordinaire si on y réfléchit. Hein. De pouvoir faire ça, qu'il y ait des gens qui s'intéressent, etc. Donc si on réfléchit sur le positif. Donc c'est un peu ça, moi j'ai l'impression aussi, ce qu'il disait Geshe-la, générer la joie, hein, voir que c'est quelque chose à long terme, qu'on n'y arrive pas comme ça, hein, et que c'est normal, on commence là où on est. Et donc savoir se réjouir. Et ça c'est bien aussi, oui, pour avancer, pour avancer. D'ailleurs quand on parle de l'effort, hein, on parle de l'effort joyeux, de l'enthousiasme. Hein. Évidemment, il faut un effort, mais une fois qu'on génère l'énergie, c'est quelque chose qui nous porte parce qu'il y a la joie avec. Donc savoir générer ça, ça veut dire voir le positif dans l'histoire.
Pas juste voir. Quelquefois, on a l'habitude justement de voir ce qui va pas, de s'apesantir là-dessus. Mais bon, c'est vrai, c'est toujours l'ego, c'est une histoire d'orgueil aussi, peut-être. Oui, tiens, prends le micro si tu veux. Ouais. Oui, j'aimerais revenir à ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, il est assez délicat de voir la différence entre j'ai fait des erreurs, c'était pas parfait, mais nous avons tendance à, considérer tout ce qu'on a fait comme nul parce qu'on a fait quelques erreurs. Oui, et puis c'est surtout le fait de se plomber. C'est dommage de ne pas pouvoir se réjouir du fait de voir que c'était pas parfait et donc le prendre comme une occasion de faire mieux la prochaine fois et d'améliorer ses approches ou sa façon de faire, quoi qu'on fasse. Ok, donc après Geshe-la, c'était quand ça? Maintenant je suis perdue. C'est ce matin? Il a continué, ou hier, hein? Il a commencé hier la fin du calme mental, en parlant donc de indication générale de la manière de progresser sur la voie en s'appuyant sur le calme mental. Donc quand on s'appuie sur le calme mental, donc je reviens au plan à la page 7 là, hein. Indication générale de la manière de progresser sur la voie en s'appuyant sur le calme mental. Donc une fois la dernière fois on avait parlé des 9 stades. Hein. Donc vous verrez, il y a 2 tableaux qui vont vous être envoyés. En fait, ça on aurait dû le donner la dernière fois puisque on l'avait vu la dernière fois, mais bon, vous les aurez en retard. Mais c'est bien récapitulé dans les tableaux. Donc c'est 9 stades. Après les 9 stades, hein, et c'est aussi le tableau qu'on a eu là. Hein. Après le 9 stades, hein, donc on arrive à chiner le calme mental. Hein. Sur la base du calme mental, donc la grande importance de cultiver la vue supérieure en s'appuyant sur le calme mental, on développe la vue supérieure, l'acton. Il y a 2 types de vues supérieures à cultiver. Hein. Il y a une vue supérieure du sentier mondain, il y a 2 sentiers. On peut donc progresser sur ce sentier, c'est-à-dire sur tout ça, à partir du calme mental, en développant la vue supérieure sur une voie mondaine et sur une voie supramondaine. Donc sur une voie mondaine, ça veut dire, cette voie mondaine, elle est décrite comme la voie du grossier et du subtil. Je ne sais pas si c'est l'intitulé exact. Donc appelons-la comme ça, la voie du grossier et du subtil. Et elle permet en fait, cette voie, sur la base du calme mental, de développer la vue supérieure, qui vient en fait, la vue supérieure, elle est atteinte lorsque on mène une analyse et que cette analyse en fait induit la maniabilité du corps et de l'esprit qui fait qu'on atteint la vue supérieure. Et donc, comme c'est sur la base du calme mental, en fait, cette vue supérieure, elle vient s'unir au calme mental et on a une union du calme mental et de la vue supérieure. Et donc, ce sentier, il permet en fait, si c'est un sentier mondain, d'évoluer jusqu'au pic de l'existence cyclique. Donc sur ce schéma, on a en fait tout le samsara. Tout le samsara est là. En fait, quand on parle des 6 types d'êtres dont on parle d'habitude, c'est-à-dire les 6 mondes dans lesquels on peut renaître, en fait. On parle du monde des enfers, des esprits avides, des animaux, des êtres humains, des demi-dieux et des dieux. En fait, les dieux,
il y a les dieux du royaume du désir et les dieux du royaume de la forme et du sans forme. Donc maintenant, au lieu de royaume, on dit plutôt monde. Hein, le monde du désir, le monde de la forme et le monde du sans forme. Tout ça, donc quand on parle des royaumes ou des mondes supérieurs, c'est ça en fait, c'est le monde de la forme et du sans forme, qui sont des renaissances divines. Donc on voit ici que après ces 9 stades, on atteint le calme mental, et ce calme mental correspond à un état d'esprit du royaume de la forme, hein, du monde de la forme. Donc on n'est plus dans le monde du désir, on est dans le monde de la forme. Donc quand on parle, et donc normalement quand on parle des divisions de ces mondes, hein, on parle donc au niveau du monde du désir, il y a les 6 types d'êtres. Hein. Au niveau du monde de la forme, il y a les 4 concentrations. Hein. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et au niveau du royaume ou du monde du sans forme, on parle des absorptions, les 4 absorptions du monde du sans forme qui ont ces noms. L'espace infini, la conscience infinie, le néant, le pic de l'existence cyclique, hein, qui est le niveau le plus élevé. Attends si tu veux bien, hein, si tu as toujours ta question. Donc c'est 8. Hein. Souvent on parle les 8 niveaux, hein, les 4 concentrations du monde de la forme et les 4 absorptions du monde du sans forme. Donc quand on parle de ces niveaux après, hein, c'est 8. En fait, on peut parler de 2 façons. Soit ça évoque une renaissance à ce niveau-là, dans ces mondes. Hein. Une renaissance qui est en fait un résultat de maturation d'un karma. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de naître dans le monde du désir, par exemple en tant qu'être humain, ou en tant que Dieu ou animal ou autre du monde du désir, on peut renaître en tant que Dieu du monde de la forme ou du sans forme. C'est un type de renaissance. Le type d'action qui projette dans ce type de renaissance, c'est quoi? C'est la méditation en fait. C'est un type de méditation, la méditation sur la concentration. En fait, si on n'a pas une autre motivation, hein, par une motivation de bodhicitta ou de renoncement ou de ces méditations, elles vont pas faire partie du sentier. C'est un sentier mondain en fait. Rien que de méditer sur Shiné, le calme mental, c'est un sentier mondain si ça ne s'inscrit pas dans une pratique spirituelle qui a pour but donc de développer le renoncement, la bodhicitta, etc. Donc ça peut être, comme je disais, on en parle à 2 niveaux. Un niveau, c'est un résultat de maturation, c'est-à-dire on renaît dans ces niveaux-là. Et un autre niveau, c'est un état d'esprit. C'est, comment on dit ? C'est un niveau d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut être un être humain, hein, on peut avoir un corps, avoir une base du royaume, du monde du désir, hein, mais avoir un niveau d'esprit, un niveau d'état d'esprit qui est un niveau mentalement, donc être au niveau de la première concentration, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième concentration du monde de la forme. Hein. Et donc, Geshe l'a expliqué ce matin, et vous avez tout là sur le schéma finalement. Quand on atteint le calme mental, on atteint la préparation du simple débutant. C'est le premier niveau du monde de la forme, hein, et c'est la première des 7 préparations, hein, qui consiste en fait à 7 engagements mentaux ou attentions. Donc Geshe a décrit les détails, hein, pendant lesquels on se débarrasse d'un certain nombre d'un certain niveau de facteurs perturbateurs. Hein. Donc les facteurs perturbateurs, enfin, ce dont on se débarrasse principalement, c'est l'attachement au monde du désir. Hein. Pour arriver à la première concentration, il faut avoir abandonné
l'attachement au monde du désir. Donc si on parle d'un niveau mondain, on ne parle pas d'abandon complet, mais ce qu'on abandonne, c'est simplement les perturbations manifestes. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de perturbations dans l'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement éliminées, parce qu'elles sont toujours là à un niveau latent, mais pas manifeste. Donc on n'élimine que les perturbations manifestes, l'attachement manifeste. Et donc, on appelle ça le sentier du grossier et du subtil. Donc, Geshe-la l'a bien décrit ce matin. En regardant donc l'aspect grossier du monde du désir, et en aspirant à un niveau plus subtil donc de la première concentration, parce que dans ces concentrations et ces niveaux d'absorption, l'esprit devient de plus en plus subtil. Donc, il y a et donc, par désir, finalement, d'obtenir un niveau plus subtil, et en comparant les deux, donc ça, c'est le processus par lequel on abandonne l'attachement aux niveaux inférieurs pour atteindre un niveau supérieur. Et c'est ça, le sentier du grossier et du subtil. Donc, par ce processus qu'il a décrit, on atteint la vue supérieure mondaine, sur la base du calme mental, et on atteint le fruit du dernier entraînement. Donc la façon Valérie traduit à des traductions différentes de ce qu'on a nous sur notre schéma. La différence principale, c'est que la 7e, au lieu d'appeler ça application finale, elle a appelé ça le dernier entraînement. Et la première concentration, en fait, c'est le fruit du dernier entraînement. Donc ça, c'est le sentier mondain. Dans le sentier supramondain, on ne va pas se débarrasser simplement des perturbations manifestes, mais on va abandonner les perturbations à la racine. Pourquoi ? Parce qu'on va méditer sur le non-soi. Ça va pas être le sentier qui compare en fait le grossier et le subtil, c'est le sentier mondain qui permet donc d'atteindre la première concentration, éventuellement d'aller jusqu'au pic de l'existence cyclique. Donc, comme l'a décrit Geshe-la, pour chaque concentration, il y a une approche. L'approche est similaire à celle que l'on voit ici pour la première, c'est-à-dire elle est constituée de cette préparation. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à la première concentration, il y a le shiné, le calme mental qui correspond à la première concentration, et sur cette base, il y a les autres engagements mentaux, donc qui permet d'atteindre de nouveau le fruit qui sera la seconde concentration, sur la base de laquelle on va se développer de nouveau le calme mental de la seconde concentration. Et il y a le même processus d'approche pour la troisième, pour la quatrième et pour les quatre absorptions du monde du sans-forme. Toujours avec ce processus de comparer le grossier et le subtil. Maintenant, quand on parle d'un chemin, d'un sentier supramondain, le processus est le même. Maintenant, ce qu'on analyse, c'est pas la même chose. Ce qu'on analyse, donc Geshe-la n'en a pas parlé, mais la base de l'analyse, c'est les 4 nobles vérités, et les attributs des 4 nobles vérités, et donc principalement le non-soi et la vacuité. Donc après, il y a des différences en fonction si c'est un sentier Mahayana, Hinayana, etc. Mais donc, ce qu'on cherche par un sentier supramondain, ça veut dire au-delà du mondain, qui va couper complètement les perturbations, et donc qui va couper la racine avec la sagesse qui comprend le non-soi et qui comprend la vacuité. Donc le lactong, la vue supérieure va se développer sur la vacuité, et l'union du calme mental et de la vue supérieure sera une union sur la vacuité, et donc on atteindra la première concentration. Donc, j'ai demandé un peu des détails à Geshe-la hier soir parce que il a évoqué pendant l'enseignement, mais quelquefois ça va un peu vite. Hier, il a parlé de la correspondance, justement. Si on parle d'un sentier supramondain, normalement, on parle des 5 sentiers. Quand on étudie les terres et les voies, je ne sais pas si vous avez étudié ça, Geshe-la l'a enseigné, c'est quelquefois un week-end. Donc on parle le sentier de l'accumulation,
le sentier de la préparation, le sentier de la vision, le sentier de la méditation et le sentier au-delà de l'apprentissage. Donc le sentier de l'accumulation, c'est le sentier où on accumule donc les mérites, où on accumule les mérites, et aussi donc pour rentrer sur le sentier de l'accumulation, on rentre sur le sentier de l'accumulation pour le petit véhicule, pour le véhicule individuel, on rentre au sentier de l'accumulation lorsqu'on développe le renoncement. Pour le véhicule du Mahayana, on rentre sur le sentier de l'accumulation lorsqu'on développe la bodhicitta, spontanée, dans les deux cas. Donc ensuite, Geshe-la a expliqué, soit c'est quelqu'un qui a déjà réalisé la vacuité, on peut déjà avoir réalisé la vacuité avant d'entrer sur le sentier, mais évidemment pas directement. On peut avoir réalisé la vacuité à l'aide d'une image mentale, conceptuellement. Donc, que la personne ait réalisé la vacuité ou pas conceptuellement, si elle n'a pas réalisé, elle s'efforcera donc de comprendre la vacuité sur le sentier de l'accumulation et donc de développer la vue supérieure sur la vacuité, sur la base du calme mental. Donc, entre parenthèses, Geshe-la dit aussi que pour développer, que ce soit le renoncement ou que ce soit la bodhicitta, de façon spontanée, cela se fait sur la base du calme mental. Il faut avoir le calme mental pour entrer sur le sentier de l'accumulation, déjà. Donc, ce qu'on voit par là, c'est que pour entrer sur le sentier de l'accumulation, il faut une base. La base mentale va être un esprit du monde de la forme. C'est-à-dire que même si on a une base, il y a ce terme un peu technique, on dit lutin, semtin, ça veut dire le support physique et le support mental. Donc le support physique peut être un être humain, un corps humain, mais le support mental va être déjà un esprit du monde de la forme, pour développer. Donc déjà, je répète, pour développer, que ce soit le renoncement ou la bodhicitta, ça se fait sur la base du calme mental. Et donc, au sentier de l'accumulation, donc le pratiquant va travailler sur, à partir du calme mental, à développer la vue supérieure, et lorsque, sur la vacuité, ou sur le non-soi, et lorsque la vue supérieure et le calme mental entrent en union sur la vacuité, la personne entre sur le sentier de la préparation. Donc il s'agit d'une réalisation de la vacuité conceptuelle, pas directe. Et donc pendant tout le sentier de la préparation, la personne va raffiner en fait sa vision de la vacuité jusqu'à réaliser la vacuité directement et donc réaliser la vacuité directement signe l'entrée sur le sentier de la vision. Et ensuite, sur le sentier de la vision et le sentier de la méditation, donc la personne approfondit sa réalisation de la vacuité, et c'est seulement à partir du sentier de la vision et de la méditation que les obstacles des perturbations et à l'omniscience vont être éliminés. Donc c'est simplement à partir du moment où on a réalisé la vacuité directement qu'on élimine véritablement ce qui a éliminé. Donc Geshe-la a donné un peu des correspondances. Peut-être je lis ce que j'ai écrit, ça sera plus... Donc il est indispensable d'atteindre Shiné, donc c'est-à-dire la première préparation du débutant, pour développer le renoncement et la bodhicitta. Sur le grand sentier du sentier de l'accumulation, dans le sentier d'accumulation, il est divisé en trois. Le sentier de l'accumulation, il y a le petit, le moyen et le grand. Donc sur le grand sentier de l'accumulation,
le pratiquant donc médite sur le calme mental et la vue supérieure sur la vacuité. Et donc par la force de l'analyse, par la force de la concentration à un point venant de l'analyse, la force de l'analyse, il va atteindre l'union du calme mental et de la vue supérieure. Alors, sur le sentier Hinayana, pour le véhicule individuel, donc il est possible en fait, sur le sentier Hinayana, le véhicule individuel, il est possible de prendre comme base, comme support mental, soit la préparation du simple débutant, à partir de Shiné, la préparation du simple débutant, il est possible d'atteindre les sentiers supérieurs et d'atteindre l'état d'Arat juste sur cette base. Donc c'est ce qu'il a été dit. C'est ce qui a été dit. Hein. Il semblait que je l'avais noté. Donc il est possible d'atteindre l'état d'Arat sur la base, donc à partir d'un super mental de juste la préparation du simple débutant, sans aller plus haut sur le schéma que vous avez là. C'est possible aussi de le faire à partir du niveau de la première concentration. Mais en ce qui concerne le Mahayana, les choses sont différentes. Si le bodhisattva, donc quand on parle maintenant du véhicule universel, si le bodhisattva qui arrive au sentier de l'accumulation, au grand sentier de l'accumulation, le premier sentier, l'accumulation, on a dit il y a 3, il y a le petit, le moyen et le grand. Au grand sentier de l'accumulation, nécessairement, il a déjà atteint la première concentration du monde de la forme. C'est-à-dire que, à la suite, ce qui vient après le grand niveau du sentier de l'accumulation, c'est le sentier de la préparation. C'est-à-dire que il ou elle va atteindre le sentier de la préparation sur la base de la première concentration du monde de la forme. C'est-à-dire que les sentiers supérieurs ne vont être atteints que sur la base de la première concentration du monde de la forme. C'est-à-dire qu'il faut avoir passé traversé donc toutes les 7 préparations et avoir atteint le fruit du dernier entraînement, la première concentration du monde de la forme. Donc il y avait des explications, mais j'ai pas trop intégré ça. J'ai pas trop eu le temps de demander plus à Geshe-la pourquoi la différence. Mais bon, ça c'est intéressant. C'est intéressant de savoir, parce que ça nous montre aussi l'importance de développer ces états d'esprit. Donc on peut se demander où c'est qu'on en est, nous. En fait, on n'est pas encore sur le sentier. On se prépare en fait pour développer le renoncement et la bodhicitta. On est avant. Ça c'est bien parce que quand on apprend, quand on étudie le Dharma, quelquefois on se dit, on en est peut-être quelque part, mais quand on commence à étudier les voies et les sentiers, on voit qu'on n'est pas encore... Bon, après on ne sait jamais, on ne peut pas parler pour tout le monde. Donc... attends, peut-être, voyons, j'avais autre chose. Ah oui, juste pour terminer ça. Donc, dans le Mahayana, donc c'est intéressant de savoir que dans le Mahayana, pour faire naître nouvellement le sentier de la vision, c'est-à-dire
pour quelqu'un qui va réaliser la vacuité directement, pour la première fois, le support physique doit être nécessairement un corps du monde du désir, et le support mental doit être une des 4 concentrations, ou une des 4 donc une des 4 concentrations du monde de la forme, ou une des 4 absorptions du monde du sans forme, sur un de ces 8 niveaux. Et donc le meilleur niveau étant la 4e concentration. C'est simplement à partir d'une concentration véritable, ou d'une absorption, qu'on peut réaliser pour la première fois la vacuité directement, atteindre le sentier de la vision. Ce qui veut dire que c'est tout. Voilà. Donc ça, c'était en bref un peu ce qu'on a, ce qui concerne ça. Vous avez des questions ou quelque chose? Oui. Prenez le micro. Vas-y. Vas-y, ouais. C'est par rapport au royaume du sans forme. Oui. C'était pour savoir si le pratiquant avait un corps, pouvait avoir un corps humain par exemple. Eh bien, apparemment non. Il doit y avoir quelque chose qui correspond au corps quand même. Mais quand on dit sans forme, ça veut dire qu'il a 4 agrégats en fait. Donc il n'y a pas de forme. Et donc, oui, on peut demander en fait qu'est-ce qui sert de corps. Ça, c'est une question à poser, mais je ne sais pas. Sans forme, ça veut dire pas de corps. Ouais. Et aussi, bon, après, moi, je me rappelle plus des détails, mais au niveau de la forme, du sans forme, il y a des perturbations qui, par exemple, ils n'ont plus la colère, je crois, à certains niveaux. Il y a d'autres questions? Ouais. Prends le micro, ouais, passe le micro. Oui, Gabriel? Vas-y, ouais. Oui, on a vu le matin qu'arrivé au pic de la vision cyclique, on pouvait faire marche arrière à cause de la maturation des karmas. Oui. Et je suppose que c'est uniquement dans la voie mondaine. Que dans la voie supramondaine, vu qu'on a utilisé la vacuité, et pas uniquement la comparaison des niveaux N et N-1, parce qu'on a utilisé la vacuité, donc on a détruit une perturbation à la racine, donc on ne redescend pas. C'est-à-dire sur la voie mondaine, on peut aller jusqu'au pic de l'existence cyclique. Sur la voie supramondaine, on n'a pas besoin d'aller là-haut. Puisque, en fait, on peut développer les sentiers supérieurs à partir d'une des concentrations. Donc oui, évidemment, si on développe un sentier supramondain et qu'on développe la vacuité, on rentre sur le sentier de la vision qui permet d'éliminer les obstacles. À ce moment-là, il y a un certain niveau en fait où on dit qu'on ne peut plus. Il y a des niveaux d'irréversibilité. Donc il y a certains niveaux, je ne sais plus exactement si c'est sur le sentier à partir, je crois, de sentier de l'accumulation, peut-être le grand, on peut plus tomber dans les royaumes inférieurs, où on peut plus, on atteint un niveau de bodhicitta qui est irréversible, etc. Une fois qu'on est sur le sentier. Mais avant d'arriver au niveau où les d'irréversibilité, il y a encore moyen de tomber. Mais évidemment, si on obtient les fruits du sentier supramondain, ça veut dire qu'on est libéré de tout ça. C'est le but. Ouais. Oui. Vas-y, si tu veux dire ta question, je vais la répéter parce que ça prend du temps. Ouais. C'est vrai.
Sur quoi s'imputent les 4 agrégats? Sur le continuum de la conscience. Je suppose, oui. Sur les agrégats. Sur la conscience. Le continuum de la conscience de la personne qui est à ce niveau-là. Puisque le continuum de conscience est continu. Donc cette personne, elle a toujours les agrégats mentaux. Peut-être pas. S'il n'y a pas de corps. Ouais. Ça, on peut poser la question à Geshe-la, à la limite. Est-ce que s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de conscience sensorielle? Ouais. Oui, c'est fan. Mais bon, il y a toujours le continuum de conscience. Hein, qui continue. Oui, vas-y. Ouais. Il reste la sensation, la discrimination, les formations volitionnelles et les consciences. S'il y a la sensation, c'est bien on expérimente quelque chose finalement. Il peut y avoir une sensation mentale, hein, sur agréable, désagréable. Ouais. Oui. Ouais. Il y a un point que je voulais relever ici, qui me paraissait important dans ce qui a été dit aussi ce matin. Geshe-la a fait la description des perturbations, hein, des émotions perturbatrices du monde du désir, hein, en décrivant ça. Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir qu'il faut garder en tête parce que le modèle se répète tout le temps quand on parle des voix et des terres et des voix. Hein. Et donc, je vais le répéter en bref. Et puis après, on prendra une pause peut-être. Parce que je pense que c'est important, parce qu'on y revient tout le temps. Hein. Donc, il y a une division. Il a expliqué que les perturbations, en fait, l'attachement au royaume, l'attachement au monde du désir, était divisé en 9. Hein. Donc, on divise les perturbations en 3 niveaux. Hein. Alors, disons grand, moyen et petit. Et chaque niveau lui-même est encore divisé en grand, moyen, petit. Hein. Donc il y a les grands, moyen grand, petit grand, etc. Hein. Grand moyen, moyen, petit moyen, grand petit, moyen petit, petit. Hein. Donc ça fait 9. Et parallèlement, donc, les antidotes à ces perturbations sont aussi divisés, mais l'antidote, hein, l'antidote, en fait, est inversement proportionnel. C'est-à-dire qu'avec les antidotes, on commence par des perturbations grossières pour aller jusqu'au subtil, et l'antidote, au contraire, commence par petit, hein, de petite intensité, un antidote de petite intensité, pour aller en croissant. Hein. Donc, les antidotes sont petit, moyen, petit, grand, hein. Moyen grand, moyen petit, moyen petit, et grand petit, grand moyen, grand petit, hein. Donc en sens inverse, pour s'opposer en fait à des perturbations qui sont de plus en plus subtiles. Il faut un antidote de plus en plus fort. Hein. Vous avez compris? Donc ça, c'est un modèle qu'on revoit tout le temps, hein, qui est toujours le même. Donc c'est important de le comprendre et de le garder à l'esprit. Voilà. Oui, vas-y, Pascal. La dernière, parce que c'est -3. Geshe-la doit être dehors en train d'attendre. Ok. Il y avait quelqu'un qui avait une question, mais si tu as le micro, une question, parce qu'on va arrêter. Geshe-la attend. Pour clarifier ce qui s'est posé. Ouais. Vas-y. Je voulais savoir si le continuum mental faisait partie des agrégats. Moi, j'avais cru comprendre que non, que les agrégats, c'était des éléments contaminés qui apparaissaient par les vents des karmas. Et le continuum mental, c'est pas contaminé? Le continuum mental, c'est quoi? C'est la continuité de l'esprit. Oui. Hein. Donc, il y a tout dedans. Oui, mais quand on l'a nettoyé, oui, mais bon. Il est plus contaminé. Et il n'existe plus. Mais tu peux avoir des agrégats qui ne sont pas contaminés. D'accord. Quand on parle d'agrégats contaminés, ça doit vouloir dire qu'il y a des agrégats non contaminés. Il faudrait savoir ça.
Agrégat, ça ne veut pas dire forcément que c'est contaminé. Je vois pas ta question trop. Ou j'ai pas compris. Ou j'ai pas. Le continuum mental, Non, c'est le continuum je de me- l'esprit tel oui. qu'il est. Après, il peut être purifié. D'accord. Hein. Et donc, oui, ça peut se regrouper avec les agrégats, puisque les agrégats, il y a 4 agrégats mentaux, tu vois. C'est ceux qui... Ouais, je vois pas trop ta question. Dans les 12 liens, il apparaît le nom et la forme. Mm. Et c'est là que j'avais l'impression que les agrégats apparaissaient à ce moment-là de la partie Non, les agrégats, ça veut pas dire qu'ils n'étaient pas là et qu'ils arrivent. Les agrégats, ils viennent d'une autre vie, les agrégats mentaux, tu vois. La conscience, elle vient d'une autre vie. Donc ça veut pas dire que les agrégats apparaissent comme ça, qu'ils n'étaient pas là avant. Hein. Mais ça se développe à partir du continuum de conscience qui viennent des autres vies. D'accord. Peut-être on arrête là parce que Geshe-la va attendre et c'est un peu bête de le faire attendre dehors. Ok. Merci.